Le passé merveilleux sur les empreintes de l'histoire. Bonjour à tous, bienvenue dans notre vaisseau temporel. Nous sommes les élèves de CE2, CM1 et CM2 de l'école Maria Borelli à Pumasson. Aujourd'hui, on va vous expliquer des tonnes de choses pour que vous compreniez comment on en est arrivé au monde d'aujourd'hui. On va aller de la création de la Terre aux dinosaures en passant par l'eau et les minéraux. On vous propose un voyage dans le temps. Attention, vous n'en reviendrez peut-être pas. Vous allez apprendre en vous amusant et en écoutant la radio. Nous allons vous expliquer comment tout a commencé. Ça doit être encore un coup de Merlin l'Enchanteur et de sa poudre de perlimpinpin. Mais non, pas du tout. Au tout début, l'explosion, appelée le Big Bang, a projeté du gaz et de la poussière qui ont tourné ensemble et se sont compactés. Dame Nature a fait de la barbe à papa ? Mais non, c'est grâce à la force de gravitation tout ça. Le système solaire est né avec le Soleil et plusieurs planètes dont la Terre. C'était il y a 4,6 milliards d'années. La Terre était en fusion. Des tas de météorites tombaient sur sa surface. La planète était en feu. Papy a dû en profiter pour faire griller ses tartines. Mais non, la vie n'était pas encore arrivée. Tu vas beaucoup trop vite. Il n'y avait pas encore d'oxygène. Mais revenons à nos météorites. Après l'avoir bombardée, elles se sont mélangées à la Terre. Et ensemble, elles ont formé une couche élastique et brûlante de lave. Les matériaux les plus lourds ont coulé et ont formé le noyau. Puis la Terre a refroidi pour former une fine croûte dure tout en gardant une autre couche plus molle en dessous. Mais les volcans d'aujourd'hui alors, est-ce que c'est des boulettes géantes qui sont tombées sur la Terre ? Mais non, c'est la croûte terrestre qui s'est craquelée et a bougé sur la lave. C'est ces plaques que l'on appelle aujourd'hui continentales ou océaniques se sont écartées et ont laissé le magma ou la lave passer. Mais il y a aussi d'autres manières de créer un volcan, comme les points chauds formés par le magma sortant d'un trou dans la croûte terrestre, créant des îles, mais c'est aussi deux plaques qui se sont entrechoquées entre elles. Et une des deux, la plus légère, passe sous l'autre, laissant passer le magma. Et c'est comme ça que les volcans d'aujourd'hui sont formés. Mais est-ce qu'il pourrait en avoir de la forme d'une frite ? Mais non, pas de frites. Mais comme tu l'as si bien souligné, ils n'ont pas tous la même forme. Un ressemble à une île, un autre ressemble à deux grandes bandes et un autre en forme de cône. Un peu comme un cône de glace. Tu n'aurais pas oublié un truc en plein milieu ? Mais oui, donc petit à petit, le magma a refroidi, la croûte terrestre a durci et les roches se sont compactées. Avant la vie sur Terre, il n'y avait que des roches. Pour comprendre comment était la vie quand il n'y avait que des roches, on a invité un géologue, le spécialiste des roches. Il s'appelle Gilbert Ferraud et il a 69 ans. Il a inventé une solution pour apprendre l'âge des roches. Il a beaucoup voyagé pour son travail. Qu'est-ce qu'on appelle une roche ou un minéral ? Alors, une roche est formée de minéraux. C'est-à-dire qu'une roche, c'est quelque chose de compliqué qui est formé par la juxtaposition de minéraux qui, eux, sont des choses beaucoup plus simples. Ces cristaux, quand ils sont agglomérés dans une roche, eh bien, ça donne la nature propre de cette roche qu'on va appeler soit un granit, un basalte, un calcaire, etc. Comment les minéraux sont-ils arrivés sur Terre ? Les minéraux sont arrivés de plusieurs manières. Ça peut être à partir de liquide, ça peut être à partir de gaz. La Terre a été formée de quelque chose qui était très compliqué. Au départ, c'était un ensemble de solides, de liquides et de gaz. Au fur et à mesure que la température, qui était très élevée au début du système solaire, la température était très élevée. Chaque planète du système solaire a refroidi.
Et la Terre, par exemple, au cours de son refroidissement, a vu la formation de roches et de minéraux au fur et à mesure que la température descendait. Et il s'est formé en même temps soit des minéraux et des roches, c'est-à-dire des minéraux se sont agglomérés. Qu'est-ce que c'est les pierres ponces? C'est quoi les pierres ponces pour vous? Alors ce sont des pierres qui flottent sur l'eau. Et pourquoi elles flottent sur l'eau? Parce qu'elles ont des trous. Elles ont des trous, c'est-à-dire des bulles. Et c'est le même magma qui va donner les obsidiennes, le verre et les ponces. Tout volcanisme donne des panaches de fumée, vous avez vu ça, hein? Ça veut dire qu'il y a du gaz. Et c'est parce qu'il y a du gaz que le volcanisme a la force de faire monter le magma vers la surface. Et quand ce gaz arrive en surface, ça fait explosion. Au cours de ces explosions dans le magma, ça peut faire plein de bulles dans le magma. Il était dissous dans le liquide, hein, le gaz était dans le liquide. Et à ce moment-là, les bulles vont s'échapper du magma et ça va être un phénomène explosif. Et les ponces sont simplement du verre volcanique, comme l'obsidienne, mais avec plein de petites bulles. Quelle est la première roche à être apparue sur Terre? On ne sait pas. On ne connaît pas la composition de tout ce qui forme la Terre. Les premières roches qui sont apparues, ce sont des roches qui ont la composition de l'ensemble de la Terre. La Terre s'est refroidie, il y a eu la juxtaposition de poussière, de roches, de gaz, de liquide. Ce mélange a évolué et petit à petit, il s'est solidifié de plus en plus à mesure que la température descendait. Et donc, cette roche initiale, la première qui s'est formée, elle avait cette composition qui est la composition de l'ensemble de la Terre. Parce que la Terre, elle a quand même 5 à 4,6 milliards d'années. On ne peut pas répondre de façon précise et définitive à cette question. La composition de la roche est probablement plus proche de ce qu'on a appelé un basalte, la roche noire, qui est la roche qu'on trouve au fond des océans, que la composition du granit, qui est une roche qui représente assez bien la composition des continents comme l'Afrique, l'Amérique, etc. Est-ce qu'il y a des roches venues de l'espace sur Terre? On les appelle comment, les roches qui viennent de l'espace? Des météorites? Quand le système solaire s'est formé, on a eu le Soleil et puis on a eu des planètes comme la Terre, comme Mars, comme Vénus, Jupiter, etc. Lorsque ce système solaire a commencé à refroidir, et il y a eu des éléments qui se sont agglomérés pour former des planètes, hein, mais il y a des parties qui sont restées isolées, qui ne se sont pas agglomérées, qui sont restées dans l'espace. Donc ça, c'est une catégorie de morceaux de roches qui sont dans le système solaire et qui appartiennent au système solaire et qui tournent comme les planètes, et qui sont perdus dans l'espace, mais dans l'ensemble du système solaire. Et puis il y a des corps solides, hein, d'autres roches, qui circulent dans l'univers de manière beaucoup plus libre et qui traversent le système solaire, qui viennent de l'extérieur du système solaire et qui le traversent et qui peuvent percuter dans leur trajectoire la Terre. Sur Terre, on va trouver ces roches différentes dont la composition s'approche de la composition de l'ensemble du système solaire pour celles qui viennent du système solaire. Comment l'eau est-elle apparue sur Terre? Cette question est encore discutée. On ne connaît pas tout encore, heureusement, hein. C'est pour ça que vous pouvez, pour certains d'entre vous, devenir chercheur dans votre avenir, parce qu'il y a encore des choses à chercher et à trouver. L'eau existait au début de la formation du système solaire et des planètes. Cette eau a été agglomérée avec le reste dans un état qui n'était pas forcément liquide. Ça pouvait être du gaz, ça pouvait être du solide. Donc cette eau, elle fait partie du système initial qui a donné naissance au système solaire. Mais il y a des planètes où cette eau, elle a quitté la planète, hein. Elle s'est complètement vaporisée parce que les conditions n'étaient pas suffisamment stable pour que cette eau reste présente sur la planète. Le fait d'arriver à obtenir des océans, c'est issu d'un vaste processus qui est lié à la vie. C'est-à-dire que l'apparition de la vie a modifié très fortement les climats. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, encore une fois. Avec plaisir. Quand la Terre s'est refroidie, l'eau contenue dans les roches s'est évaporée
et a formé de la pluie. Il a plu pendant très longtemps. Cela a créé les premiers océans. Bonjour, aujourd'hui on va réaliser une expérience sur l'eau. Pour la réaliser, vous aurez besoin d'eau, d'un verre en verre et d'un carton assez épais. La première étape sera de remplir un verre d'eau à ras-bord. La deuxième étape sera de poser le carton sur le verre. Et la troisième étape sera de retourner le verre. Il faudra lâcher le carton pour voir si ça tient. Bon, alors là, ça a raté car on n'avait pas rempli le verre à ras-bord. Si on ne remplit pas le verre à ras-bord, l'expérience ne peut pas marcher. Du coup, on va recommencer. Ça ne marche toujours pas. Et là, par contre, je ne sais pas pourquoi. Troisième tentative. Cette fois, on va essayer de remplir le verre bien à ras-bord pour ne plus que ça lâche. Ensuite, nous mettons un carton sec, car humide, ça ne marchera pas. Et nous le maintenons 10 secondes. On lève notre main du carton. Et la troisième tentative n'était pas la bonne. On est ici cette fois pour la quatrième tentative, mais cette fois-ci, c'est la bonne. On a versé l'eau. Maintenant, on va chercher un carton sec. On soulève le verre en maintenant le carton 10 secondes. On enlève notre main du carton. Et la quatrième tentative était la bonne! Le carton reste collé au verre alors qu'il est retourné. Oh, c'est magique! Mais non, c'est pas magique. Pour comprendre comment l'eau peut rester dans un verre retourné, il faut comprendre deux phénomènes. L'eau, comme de nombreux autres liquides, possède une peau, que l'on appelle aussi tension superficielle. C'est le premier phénomène. Cette peau, fragile et fine, permet par exemple de faire flotter des punaises métalliques à la surface, pour peu qu'on les dépose de façon délicate. Si on casse la peau de l'eau, les punaises coulent. Cette peau de l'eau agit comme une barrière et permet au carton de boucher le verre sans qu'une minuscule bulle d'air ne puisse rentrer. Sans quoi, en retournant le verre, de l'air pénétrerait et permettrait à l'eau de tomber. Donc, si rien ne peut rentrer dans le verre retourné, pourquoi l'eau ne peut-elle pas tomber ? Parce que l'air qui nous entoure appuie sur le carton en le plaquant au verre. Le deuxième phénomène s'appelle la pression atmosphérique. Et elle agit dans tous les sens. Vers le haut, vers le bas, les côtés. La gravité fait tomber les objets au sol, donc l'eau du verre. Mais la pression atmosphérique est encore plus forte et maintient le carton plaqué. La pression atmosphérique agit parce que l'eau voudrait tomber en laissant du vide dans le verre. Du vrai vide, pas de l'air. Mais la pression atmosphérique empêche le vide d'exister. Pas de vide, donc pas d'eau qui peut descendre, donc l'eau reste dans le verre avec son carton. Attention, si la peau de l'eau est cassée, de l'air pourra rentrer dans le verre et l'eau pourra tomber puisqu'elle sera remplacée par de l'air. C'est ce qui arrive quand le carton est trop abîmé. L'expérience se termine par un bain. Comment la vie est-elle apparue alors qu'il n'y avait que de la roche et de l'eau sur la terre ? Sur la croûte terrestre, les éléments ne peuvent pas se mélanger pour faire apparaître la vie. Des roches restaient côte à côte sans pouvoir se combiner, alors que dans l'eau, cela devient possible. L'eau est un solvant universel. On pense que la vie s'est créée dans les océans grâce à certains éléments qui se sont combinés. Sans l'eau, pas de plantes. Pour vous expliquer l'évolution, il faut passer par les plantes. Comme nous ne sommes pas des spécialistes, nous avons fait appel à Cédric Dantan, botaniste depuis 20 ans. Il travaille depuis 10 ans au Parc national des Écrins. Passionné par la flore d'altitude, il étudie les plantes des plus hauts sommets, beaucoup dans les Alpes, de plus en plus dans les Andes et encore par procuration en Himalaya. Est-ce que les plantes peuvent vivre sans eau ? Bon, alors les plantes ne peuvent pas vivre sans eau et en fait aucun organisme vivant ne peut vivre sans eau. L'eau, c'est vraiment quelque part l'élément universel de la vie tel qu'on la connaît.
Je précise telle qu'on la connaît parce qu'il y a peut-être d'autres formes de vie sans eau, mais on la connaît pas. Sur Terre, tous les organismes vivants, bien sûr les plantes inclus, ont besoin d'eau. Et cette eau, d'ailleurs, c'est ce qui motive les expéditions sur Mars. Il a été observé sur Mars des traces d'eau, en fait, et on sait qu'il y a de l'eau maintenant à faible profondeur, sous forme de glace, mais c'est pour ça que récemment on a envoyé des petits robots. C'est parce qu'on sait qu'il y a eu de l'eau sur Mars, sous forme liquide, et que peut-être donc la vie telle qu'on la connaît sur Terre pourrait avoir existé sur Mars. Comment sont apparues les plantes ? Une excellente question de plus. Vraiment, une des choses qui caractérise les plantes, alors pas que les plantes, mais toutes les plantes en tout cas, c'est la capacité d'utiliser la lumière du soleil pour produire sa propre matière, ce qu'on appelle la photosynthèse. Alors, c'est un terme technique, mais qui veut dire tout simplement que des organismes vivants comme les plantes sont capables de capter de la lumière et d'utiliser cette énergie, puisque la lumière c'est de l'énergie, pour produire sa propre matière. Des bactéries, donc des organismes unicellulaires, sont capables de le faire aussi. Et donc les premières plantes sont apparues dans l'eau, dans l'immense océan qui occupait la planète à l'époque. Et on pense que c'est quand les plantes, c'est constitué de plusieurs cellules, et c'est quand ces organismes constitués de plusieurs cellules ont été capables d'encapsuler, c'est-à-dire de prendre à l'intérieur de leur corps ces bactéries capables de capter de l'énergie lumineuse, que les premières plantes telles qu'on les connaît sont apparues. Donc c'est dans l'océan, et c'est une fois que des organismes ont été capables de produire leur propre matière. Voilà, ça c'est l'apparition des premières plantes, hein, c'est très ancien, ça a plus d'1 milliard d'années. Après, on n'a pas de fossiles vraiment pour le dire, donc c'est des estimations. Et puis les premières plantes qui ont colonisé, c'est-à-dire qui sont sorties de l'eau pour aller sur la terre ferme, elles, on sait que ça tourne autour de 450 millions d'années. Et ces plantes-là, elles étaient déjà un petit peu plus complexes, hein. Elles avaient donc déjà encapsulé ces petites bactéries qui s'étaient elles-mêmes transformées pour capter la lumière. Et là, elles ont suivi un autre cheminement qu'on appelle donc l'évolution, un cheminement évolutif pour pouvoir s'adapter à un milieu très sec, pas du tout comme le milieu plein d'eau qui était les océans, mais un milieu sans eau, qui était la terre ferme. Et ça, c'est arrivé donc en fait plus récemment, 450 millions d'années, c'est pas neuf non plus, hein, puisque l'espèce humaine, ça a moins d'1 million d'années, ça fait un peu relativiser sur le côté récent de la colonisation terrestre. De quoi avait-elle besoin pour pousser ? Dans l'eau, c'est assez facile. Dans l'eau, on est entouré de tout ce qu'il faut pour une plante, hein, c'est-à-dire de l'eau évidemment, puis plein d'éléments qu'on appelle des sels minéraux, mais en gros qui sont des éléments de nourriture pour les plantes. Donc dans l'eau, c'est assez pratique puisque tout est disponible en abondance. Et la lumière, bien sûr. Je parlais de la lumière, donc il faut de la lumière. Donc les premières plantes ne devaient pas être trop en profondeur non plus, sinon la lumière n'arrive plus tout simplement. Donc dans les océans, il faut être pas loin de la surface, voire en surface pour certaines, hein, en flottant sur l'eau. Et puis le reste était présent dans l'eau environnante. Quand les plantes sont arrivées sur Terre, il a fallu faire différemment. C'est-à-dire que là, il y a la lumière en abondance, mais l'eau, elle n'était pas toujours aussi disponible dans l'environnement. Donc il a fallu tout simplement inventer des racines pour aller chercher de l'eau dans le sol ou en profondeur. Les racines ont servi à ça, pour l'eau et les sels minéraux. Donc là, il a fallu que les plantes, quelque part, se transforment un peu, évoluent, pour être capables de subvenir à leurs besoins comme elles le faisaient dans l'océan. Et en développant les racines, en développant finalement les feuilles, elles ont continué d'évoluer, elles sont devenues de plus en plus complexes, on peut dire élaborées, pour aller chercher la lumière dans des endroits où il y en avait moins, pour aller chercher de l'eau là où c'était difficile d'en trouver. On pense par exemple au désert, hein. Il y a des plantes dans les déserts qui sont capables d'aller chercher de l'eau là où on pense pas qu'il y en a. Et puis la lumière, une fois qu'il y a eu les premiers arbres, par exemple, il y a des plantes qui ont développé différentes feuilles en sous-bois pour arriver quand même à capter cette lumière du soleil qui était cachée par les plantes plus hautes. Donc en fait, la colonisation du milieu terrestre par les plantes, ça a entraîné une grande diversification. Et du coup, la naissance de beaucoup d'espèces qui continuent d'ailleurs de se créer à l'heure actuelle encore. Est-ce que les plantes étaient mangées par les dinosaures ? Alors, qu'est-ce que mangeaient les dinosaures ? C'est une excellente question. Les dinosaures mangeaient en fait principalement des fougères, ce qu'on appelle maintenant des fougères. Mais à l'époque, c'était des fougères qui avaient diverses formes, puisqu'il y avait beaucoup de fougères qui étaient sous forme d'arbres justement, des arbres fougères. On appelle ça maintenant des fougères arborescentes. Et les fougères arborescentes, on en trouve encore, hein. Il y en a
Il n'y en a pas beaucoup d'espèces. En Australie, on en trouve en Afrique équatoriale, on en trouve en Amérique du Sud. Mais à l'époque, il y en avait énormément. Et en fait, ce sont ces mêmes arbres fougères qui, sous forme fossile, donnent à l'heure actuelle l'essence, le pétrole qu'on met dans les réservoirs de nos voitures. Donc les dinosaures mangeaient ces fougères-là. Ils mangeaient aussi les ancêtres un petit peu des sapins, ce qu'on appelle des conifères. Donc qui était très abondant aussi, beaucoup plus abondant que maintenant. Il y a un article scientifique assez célèbre qui est sorti il y a plusieurs dizaines d'années qui s'appelait « Les dinosaures ne mangeaient pas d'herbe ». Donc c'est un article très sérieux qui est sorti qui expliquait que l'herbe n'existait telle qu'on la connaît maintenant. Les pelouses que l'on tond ou l'herbe que les moutons ou les vaches pâturent n'existaient pas en fait à l'époque des dinosaures. Donc l'herbe est arrivée après l'extinction des dinosaures. Du coup, quand vous voyez des dessins animés ou des bandes dessinées avec des dinosaures qui mangent de l'herbe, vous saurez que c'est scientifiquement faux. Factuellement parlant, les dinosaures ne mangeaient pas d'herbe, mais des fougères. Et les plantes carnivores, comment sont-elles apparues ? Alors les plantes carnivores, elles sont apparues finalement après l'extinction des dinosaures. Elles sont plus récentes que l'époque des dinosaures. Elles sont apparues il y a environ 40 millions d'années, quand les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années. Donc elles sont relativement récentes si on considère l'histoire des plantes. Et alors, la particularité des plantes carnivores, c'est qu'elles vont chercher un élément en mangeant donc de la viande. Carnivore, c'est-à-dire qu'ils mangent de la viande. Donc en mangeant des insectes. Et cet élément qui leur manque dans le milieu où elles se développent, c'est une petite brique du vivant dont on a tous besoin, qui s'appelle les protéines. Les protéines, voilà, c'est les petites briques qui nous fabriquent. Et les plantes sont habituellement capables de produire leurs propres protéines. Donc, comme toujours, avec l'énergie du soleil et en allant puiser dans le sol les éléments dont elles ont besoin, puis elles fabriquent ces protéines-là. Et puis, il y a des sols qui sont, on va dire, trop acides, c'est-à-dire qui sont pas adéquats, en fait, pour trouver ces éléments, pour fabriquer des protéines. Donc les plantes carnivores, quelque part, elles sont apparues sur ce genre de sol, finalement assez pauvres, qui sont souvent très, très humides. C'est des marais ou des suintements. Et sur ces sols très humides et où il n'y a pas la possibilité de capter ces petites billes élémentaires qui leur permettront de fabriquer leurs petites briquettes, elles sont allées prendre cet élément-là dans les insectes. Donc elles mangent des insectes, comme nous on le fait avec de la viande. Elles le font avec des insectes pour aller chercher ces protéines-là. Donc elles ont développé toute une stratégie pour ne pas être ce qu'on appelle en carence, en manque de protéines. Et donc ça passe par toute une stratégie pour aller chercher ces protéines dans les insectes. C'est vrai que c'est assez spectaculaire. Comment les plantes carnivores digèrent-elles ? Alors voilà, donc elles mangent des insectes comme nous on mange de la viande, mais un jour on mangera des insectes aussi. En tout cas volontairement. Bref, nous on met la nourriture, on mange de la viande, on l'avale, et les plantes carnivores n'ont pas de tube digestif, n'ont pas de bouche, donc elles n'avalent pas au sens où on l'entend de la viande comme nous on le fait. Donc elles font ce qu'on appelle une digestion externe. Nous on fait une digestion interne, on avale, et c'est dans notre estomac que se passe la digestion. Les plantes carnivores n'ont ni bouche ni estomac, donc elles digèrent à l'extérieur des feuilles, ces fameuses feuilles qui leur permettent de capturer des insectes, soit en se refermant, soit en étant extrêmement collantes, un peu comme du papier tue-mouche là qu'on a dans les maisons. Et donc elles produisent une sorte de substance qui va digérer à l'extérieur les insectes, c'est-à-dire les faire fondre pour partie, en tout cas les parties molles des insectes, les transformer en une sorte de bouillie qu'elles vont réabsorber via leurs feuilles, donc comme les pores de notre peau, les petits trous qu'on a dans notre peau. Et elles ont des mécanismes similaires sur leurs feuilles, donc elles transforment en bouillie l'insecte, en tout cas des parties molles de l'insecte. Et elle réabsorbe cette bouillie à l'intérieur d'elle, et puis du coup, au sein de leur organisme, comme nous on le fait, elles font le tri entre ce dont elles ont besoin et ce dont elles n'ont pas besoin. Et voilà, c'est une digestion assez particulière parce qu'on peut y assister, alors que la nôtre, à moins d'être très malade, on ne peut pas y assister, heureusement. Je suis allée interviewer une spécialiste pour savoir comment la vie est apparue dans l'eau. Bonjour Sirène, j'ai toujours rêvé d'être comme toi et de te rencontrer. Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Sirène. Quel âge as-tu ? J'ai 9 ans. Comment t'es-tu transformée en sirène ? Je ne me suis pas transformée, je suis née sirène.
As-tu des autres amis sirènes? Oui, nous habitons près d'une île, dans une grotte pas très loin d'une barrière de corail. Comment fais-tu pour avoir de si beaux cheveux? Bien tous les jours, je remonte à la surface et je prends une feuille de bananier, un caillou et un bout de corail et je les frotte sur mes cheveux. Comment fais-tu pour entretenir tes écailles multicolores aussi belles? Je frotte des algues sur la queue pour qu'elles brillent. Nous cultivons ces algues sur le fond marin sablonneux. As-tu des branchies comme les poissons? J'ai des branchies au niveau du cou. As-tu un animal de compagnie? Oui, j'en ai 3, une tortue, un dauphin et un hippocampe. Peux-tu parler aux autres animaux marins? Sur Terre, je parle comme les humains, mais dans l'eau, je communique avec des bulles avec les poissons. Mais ça fait longtemps que tu parles avec des poissons? Oh là là, c'est une longue histoire. Si tu veux, je te raconte. Ah oui, raconte-moi là. Au tout début, il y avait des volcans sous la mer. Autour de ces volcans, l'eau était très chaude. De petites bactéries flottantes sont apparues. Même aujourd'hui, on ne sait toujours pas si elles ont été apportées par les roches venues de l'espace ou directement de la mer. Ces cellules ont évolué. Un noyau est apparu. On appelle ces nouvelles bactéries des eucaryotes. La vie se diversifie. Après, il y a eu des méduses, des petits vers, des crabes et peu à peu des poissons. Et c'est comme ça que j'ai commencé à parler avec les poissons. Au revoir et merci Sirena d'avoir gentiment répondu à nos questions. Merci, au revoir. Mais c'est n'importe quoi, les sirènes, elles ont jamais existé. Avant, les sirènes étaient des dieux grecs. Ils ressemblaient à des oiseaux à tête de femme. Elles étaient méchantes et dévoraient des humains. On en voit ensuite en Égypte sur les tombes. Les sirènes ressemblent encore à des oiseaux avec une tête et des pieds humains. Elles représentent l'âme des morts. Chez les Romains, la sirène devient vraiment une femme avec des ailes. Elle n'est plus vraiment méchante. Au 7e siècle, on retrouve dans un livre des sirènes à queue de poisson. Ce sont des magnifiques filles de la mer qui séduisent les marins avec leur voix. Au Moyen-Âge, il y a encore les 2 sirènes, oiseaux et poissons. Mais on préfère de plus en plus celles avec la queue de poisson. Elles endorment les hommes avec leur voix et les tuent. En 1500, on représente les sirènes gentilles et intelligentes. Elles préviennent les marins des malheurs de la mer. Et maintenant, on retrouve les sirènes dans les livres des contes. Maintenant qu'on a parlé des sirènes, créatures étonnantes, parlons d'autres animaux tout aussi surprenants. Nous allons interviewer Marie-Jo Sonzini, docteur en géologie, pour en savoir plus. Est-ce que c'est les dinosaures qui sont sortis de l'eau en premier ? Alors, qui est sorti de l'eau en premier ? Ce ne sont pas les dinosaures. Avant les dinosaures, il y a eu des espèces d'animaux intermédiaires entre les reptiles et les poissons qui étaient dans l'eau. Les poissons ont des nageoires et respirent dans l'eau par des branchies. Pour sortir de l'eau, il a d'abord fallu inventer, créer les poumons. Et ça, cet organe-là, il n'est pas apparu comme ça en un jour. Et il a fallu aussi qu'on consolide des membres, que les nageoires qui servent à nager, elles se consolident par une épaule, qu'elles se consolident par des os, et qu'elles se consolident pour qu'on puisse s'appuyer dessus pour pouvoir se traîner au sol, puis pouvoir marcher. Alors, cette étape très 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 importante, toutes ces transformations physiques, elles se sont faites en plusieurs milliers d'années, plusieurs dizaines de milliers d'années, et c'est un groupe d'animaux qu'on appelle les amphibiens qui marquent ce passage de la vie complètement aquatique pour les poissons à la vie complètement terrestre pour les reptiles. Pourquoi les poissons ont voulu sortir de l'eau ? Certains poissons se réfugiaient dans de l'eau peu oxygénée, donc avec leurs branchies, ils respiraient mal, et ils ont complété, en respirant l'air à l'extérieur, ils ont complété leur approvisionnement en oxygène par l'extérieur. Donc certains poissons anciens avaient à la fois les branchies pour être dans l'eau et des poumons pour respirer dehors. Une fois qu'on a créé ces transformations physiques, petit à petit, ça a donné naissance aux reptiles. Et les premiers reptiles n'étaient pas des dinosaures. Donc il y a beaucoup d'étapes entre un poisson et un dinosaure et un reptile. Pourquoi y a-t-il
des dinosaures de plusieurs tailles. Alors, les dinosaures avaient des tailles très variées. Les dinosaures, c'est comme les animaux d'aujourd'hui. Il y avait des très grosses bêtes, on les connaît tous, ils sont célèbres. Mais il y en avait aussi des tout petits, il y en a qui avaient la taille d'un poulet et même d'un gros oiseau, quoi. Donc il ne faut pas généraliser, on a toutes les tailles, mais par contre ce sont des espèces différentes, ce sont des genres différents, ce sont des tas de familles de dinosaures différentes. En fonction des milieux, en fonction des environnements et de leur mode de vie, on a des petites et des grosses bêtes. On a toutes les tailles. Il n'y a pas une taille standard pour les dinosaures. Toutes les tailles ont existé. Comment on différencie les herbivores et les carnivores? Un herbivore, gros ou petit, ça mange de l'herbe. Ça veut dire que dans sa bouche, on trouve des dents faites pour ça. Et manger de l'herbe, c'est pas forcément simple. Surtout à l'époque de dinosaures, c'était pas encore vraiment les mêmes herbes qu'on a aujourd'hui dans notre entourage. Donc il faut des dents faites pour broyer, pour mâcher, pour écrabouiller, pour mouliner. Ils ont des dents d'herbivores. Il y en a qui mangeaient des coquillages. Donc ceux-là ont d'autres types de dents. Des animaux, des dinosaures de bord de plage. On en connaît. Et puis, les carnivores, eux, par contre, on a le choix. Des dents qui déchiquettent, des dents qui tranchent, des dents qui font bien des dégâts parce qu'ils mangent de la viande fraîche. Donc c'est sûr que ce ne sont pas des petites dents plates bien gentilles, ce sont des dents pointues avec des petits crantages sur les bords, des choses qui sont faites pour faire des dégâts. Et on distingue après, parmi les carnivores, ceux qui mangeaient plutôt des charognes, des animaux déjà morts. On se pense même que le T-Rex était plutôt de ce type-là, comme un charognard, parce que ses dents sont grandes, mais elles sont pas très très pointues, c'est plutôt des cônes. Ce sont pas des dents tranchantes, contrairement au nom qu'on peut donner dans les dessins animés. Il y a des tas de subtilités quand on regarde la forme des dents comme ça, qui permettent de préciser les régimes alimentaires. Mais il n'y a pas que ça. Quand on regarde ailleurs sur le squelette, on peut retrouver des indices, parce qu'un animal qui mange de la viande, c'est un chasseur, donc il a besoin d'outils pour chasser. Alors que nos pauvres herbivores, ils ont besoin de dents pour avaler leur herbe, bien sûr, mais ils ont aussi besoin dans leur corps d'éléments pour se défendre des attaques. Donc on va trouver, ma foi, parfois c'est des plaques de cuirasse plus importantes pour se protéger. Parfois ça va être des cornes, des pics, des choses sur le corps qui leur donnaient un peu une protection vis-à-vis des attaques des carnivores. On a aussi, on imagine que tous ces grands herbivores de la famille des Diplodocus, ils avaient aussi une grande queue qui servait de fouet, par exemple. On a plein d'éléments dans la morphologie du squelette qui nous aident aussi à voir si on avait un herbivore ou un carnivore. Est-ce que le ptérodactyle est un dinosaure? Qu'est-ce que ça veut dire ce nom? Ptéro, dactyle. Dactyle, c'est en rapport avec les doigts. Et ptère, c'est une aile, c'est une voile. Ce sont des animaux qui portent une voile sur leurs doigts. Bon, et donc c'était des animaux qui volaient. Les dinosaures volaient-ils? Eh bien non. Les dinosaures, c'est une famille, c'est un groupe d'animaux purement terrestres. Et pourtant, ce sont quand même aussi des reptiles, les ptérodactyles. En fait, ce sont des cousins des dinosaures. Ce sont des reptiles volants. Et au fait, et dans l'eau, c'est pareil. Il y avait bien des reptiles aquatiques, des reptiles marins, mais ce ne sont pas des dinosaures, ce sont des cousins. Comment les dinosaures ont disparu? Alors là, qui n'a pas entendu parler de la fameuse météorite? La grosse météorite de 30 km de diamètre qui est tombée sur le Mexique il y a 65 millions d'années. Alors ça a été un sacré chambardement à la surface entière de la planète, bien sûr. Gros série de tremblements de terre. Ça a bien ébranlé toute la planète. Mais surtout, pourquoi ça a fait des effets très négatifs, très dévastateurs sur les animaux? C'est parce que ça a envoyé dans l'air, ça a éjecté des quantités de particules.
ça a masqué la lumière du soleil, donc ça a refroidi l'atmosphère autour des animaux. Et les animaux, les reptiles, ils n'étaient pas tous à sang chaud. Il y en a qui se débrouillaient tout seuls, il y en a d'autres qui avaient besoin du soleil pour les réchauffer. Hein. Donc ce refroidissement, ça a été fatal à certains. Par ailleurs, une énorme météorite qui tombe sur la Terre comme ça et qui éjecte autant de particules dans l'atmosphère, justement, ça empoisonne l'atmosphère. Ça fait des produits qui vont retomber sur les végétaux, qui vont retomber un peu de partout, dans l'eau aussi. Ça veut dire que tous ceux qui mangeaient des végétaux, les herbivores, ont pu être en partie empoisonnés. Donc, ceux qui les mangeaient, les carnivores, ont été aussi empoisonnés. Ça s'est fait sur plusieurs années, ça s'est pas fait sur un instantané, même si le choc c'est instantané, mais les effets ont dû s'étaler sur plusieurs mois, plusieurs années. Petit à petit, problème de nourriture, d'approvisionnement, problème de changement de température, de luminosité, beaucoup de perturbations qui font que certains animaux n'ont pas supporté ces changements et ont disparu. Les dinosaures en font partie. La plupart des dinosaures, les petits ont été moins impactés, mais c'est venu quand même progressivement. Les très gros ont été très vite impactés. Et puis, quand même, il y en a qui ont supporté. C'est pas vrai, les dinosaures n'ont pas disparu. Ils sont pas tous morts il y a 65 millions d'années. Faut pas croire. Parce qu'il y avait déjà des dinosaures avec des plumes. Il y avait déjà des dinosaures qui volaient. Et dans ces familles-là, dans ces groupes-là, il y a eu des survivants. Ils ont eu des descendants. Et il suffit d'ouvrir la fenêtre. Vous allez entendre les petits oiseaux. Vous allez voir des poules. Vous voyez des dinosaures. Comment nomme-t-on les dinosaures ? Comment nommer un dinosaure ? Là, vaste sujet. Alors, les noms des fossiles, les noms de tous les êtres vivants d'ailleurs, passent par un nom de genre et un nom d'espèce. Ça veut dire comme nous, on a un nom de famille et un prénom. C'est un peu pareil. Alors, donner un nom à un fossile, c'est quand personne d'autre l'a jamais décrit. Donc, on décrit un os, on décrit un crâne, on décrit un squelette. La morphologie de l'animal va être une source intéressante d'indices. Et on va le ressortir dans le nom. Je prends l'exemple d'un dinosaure qui avait un genou très particulier, sa jambe était spéciale. Alors genou en latin c'est géniculum. Eh bien ce dinosaure s'est appelé Genusaurus. Génu pour le genou et Saurus c'est le lézard. Sauros, le lézard en grec. Et voilà comment on fait un nom de genre de dinosaure. La morphologie c'est une chose, mais il y a aussi un autre élément qui est indiqué, parfois, parce que tout est possible, c'est le lieu de la découverte. Alors, le lieu de la découverte, des fois, il est rajouté pour le nom d'espèce, à côté de nom de genre. On va avoir un Albertasaurus, parce qu'il a été trouvé dans l'état de l'Alberta aux USA. Ou alors l'Argentinosaurus. Argentine, bien sûr. Alors, des fois, c'est un peu plus subtil. Un animal trouvé au Portugal, on l'a appelé Lusitanosaurus, parce que Lusitania, c'est le nom ancien du Portugal. Donc il y a plein de façons de conjuguer ces éléments sur la morphologie, sur le lieu de découverte, mais tout ça c'est en latinisé, comme si c'était du latin ou du grec. On a aussi les hommages à une personne, en hommage à un professeur, en hommage à un écrivain. Pour ceux qui connaissent Jurassic Park, l'écrivain c'est Michael Crichton. Eh bien, il existe un dinosaure dont l'espèce c'est Crichtoni, Bienosaurus crichtoni. C'est en hommage à Crichton. On a aussi des noms qui sont donnés en fonction du comportement. Tout le monde connaît le Vélociraptor, célèbre grâce à Jurassic Park, encore une fois. Comment il fait ce nom ? Vélos pour la rapidité, raptor c'est un pillard, un voleur. Reste autre chose encore, c'est l'utilisation des langues locales. Ça c'est maintenant, c'est plus récent, c'est dans les dernières dizaines d'années. On fait appel aux langues locales, les langues des Indiens, parce qu'on a trouvé beaucoup de fossiles sur les terres indiennes en Amérique du Nord, ou dans les territoires esquimaux. Alors on va donner des noms qui se traduisent en langue locale.
Je dirais, je vais essayer, je connais pas l'accent, hein, Ugrunaluk Pikensis. Ben, tout ça, en langue esquimau d'Alaska, ça veut dire brouteur ancien de la rivière Colville. Voilà, ça change tout. C'est un hommage aux personnes qui habitent dans ces territoires où on a trouvé l'animal. Alors, pour finir, le T-Rex, celui-là, tout le monde le connaît, le tyran, le saurus tyrannique, parce qu'il est très méchant. Le problème, on n'en a pas, nous. On est en France, on est en Europe, il n'y avait pas de T-Rex. Mais il y en a d'autres de la même famille. Alors, dans le sud de la France, quand on a trouvé un dinosaure qui ressemblait pas mal, eh ben, on a fait appel à une légende locale, à la légende de la tarasque, justement, un animal local, un animal méchant, un peu dangereux en tout cas pour la population locale. Résultat, notre T-Rex à nous, c'est le tarascosaure. Je connais un dinosaure qui s'appelle le sandalosaure. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a des pieds en forme de sandales. Et j'en connais même un autre. Il s'appelle le cornosaure parce qu'il a une grosse corne en plein milieu du front. Moi aussi, j'en connais deux autres. Le plantosaure, c'est un herbivore, il adore les plantes. J'en connais encore un autre, il s'appelle le perlosaure, il est herbivore aussi. Et tout autour de son cou, il est plein de perles. Moi aussi, j'en connais un bon. Le ratatouillesaurus. Il mange de la ratatouille. Moi aussi, j'en ai un, l'élévosaure. Son alimentation est constituée des élèves. Un élévosaure nous fonce dessus. Vite, rentrons dans notre soucoupe volante. Ouf, on a échappé belle. J'espère que notre voyage temporel vous a plu, qu'on vous a appris des choses sur ce monde mystérieux. Attachez vos ceintures, vous allez revenir en 2021. C'était le passé merveilleux sur les